Richard Fandikian. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique, expert en géographie électorale, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vos travaux portent sur les comportements et habitudes politiques en lien avec les religions, l'immigration et les questions d'identité. Dans votre dernier ouvrage, Métamorphose française, état de la France en infographie et en images, publié aux éditions du Seuil, vous soulignez que la religion catholique recule au profit de nouvelles spiritualités, un phénomène illustré par un chiffre frappant. En 61, 35% des Français allaient à la messe contre 6% seulement aujourd'hui. Alors peut-on parler d'une recomposition du sacré ou plutôt d'une forme de désenchantement généralisé ? Alors le phénomène marquant est effectivement le recul très significatif de la pratique du catholicisme qu'on peut mesurer avec un indicateur comme celui de la participation à la messe dominicale, mais on pourrait regarder aussi ce qu'il en est des baptêmes, puisque en cette période de Pâques, on voit que les catéchumènes sont plus nombreux, mais cela ne compense pas, et de très loin, l'effondrement de la pratique du baptême à la naissance. Oui. Nous sommes passés de 70% des nouveau-nés qui étaient baptisés au début des années 80 à 30% seulement aujourd'hui. Donc ça, c'est le phénomène principal. Mais ce recul de la vieille matrice catholique ne s'est pas accompagné d'une disparition de la quête existentielle, du questionnement spirituel qui continue de travailler toute une partie de la population. Et pour obtenir des réponses à ces questions, ou tenter d'en obtenir, eh bien, une frange de la population se tourne aujourd'hui vers d'autres formes de spiritualité. Donc soit toujours dans l'univers chrétien, on voit l'essor des mouvements évangéliques, par exemple, mais sinon, hors de ce référentiel chrétien, nous voyons des religions, des croyances un peu syncrétiques avec du développement personnel, des courants chamaniques, le bouddhisme, voire même une pratique assez spiritualisante liée autour du yoga qui se développe. Et tout ça, de notre point de vue, correspond en effet à cette forme de recomposition du paysage spirituel marqué par ou induit par le déclin historique du catholicisme. Alors quand on interrogeait les Français sur la place du travail dans leur vie au début des années 90, 60% déclaraient que c'était très important. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 22%. Alors pourquoi ce rapport au travail a-t-il si profondément changé ? Alors là, on fait référence à deux enquêtes qui ont 30 ans d'écart. Donc c'est une génération qui est passée entre les deux sondages. Oui. Et la question n'est pas de savoir si les Français veulent ou ne veulent plus travailler. On a un taux de chômage qui est au plus bas depuis une trentaine d'années. Donc on a un élément de réponse avec cet indicateur-là. Mais en revanche, ce que les chiffres des deux enquêtes mises en regard nous indiquent, c'est que ce que nous appelons nous à l'IFOP la centralité du travail, c'est-à-dire l'importance que le travail revêt dans la vie des individus, eh bien cette importance a considérablement reculé. Alors pour plusieurs raisons. La première, on pourrait dire, il y a une espèce de phénomène mécanique dans la mesure où entre 1990 et nos jours, nous sommes passés en moyenne de 1850 heures travaillées dans l'année à 1600 heures, donc il y a 250 heures de moins passées au travail dans une année, ce qui fait à peu près 6 semaines de congés supplémentaires. Et donc on comprend avec cette diminution du temps passé au travail que le travail puisse apparaître moins central. Mais on a sans doute aussi une forme de désenchantement vis-à-vis du travail. On le fait parce qu'il faut le faire, mais la financiarisation de l'économie, la multiplication des plans sociaux et des plans de départ en pré-retraite a sans doute distendu la relation que nouaient encore très fortement les Français avec leur travail il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, ce lien est plus relatif. Les Français ne nous disent pas que le travail n'est pas important dans leur vie. Ils nous disent que le travail est assez important, mais il n'est plus très important. Beaucoup de nos concitoyens, de la même manière, aujourd'hui, ne vont plus se définir d'abord par leur profession. On va d'abord se définir par sa situation familiale, par sa région d'appartenance, voire même par ses hobbies, et moins aujourd'hui par le travail.
Alors Jérôme Fourquet, comment les mutations que vous décrivez influencent-elles le paysage politique français, notamment dans la structuration du vote? Alors, pendant très longtemps, l'affrontement gauche-droite en France a été en bonne partie structuré autour d'un clivage entre un pays catholique ou des régions catholiques et puis des régions qui étaient beaucoup plus laïques. Et de ces deux options découlaient assez spontanément et assez mécaniquement des orientations soit à droite, soit à gauche. L'effacement progressif de la vieille matrice catholique a modifié considérablement ce paysage et nous en avons voulu pour preuve le fait que lors de la dernière élection présidentielle, qui est quand même l'élection de référence dans notre vie politique, en 2022, le score cumulé de Valérie Pécresse pour la droite classique et d'Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, donc les deux grands partis qui ont structuré et organisé notre vie politique depuis plus de 50 ans, eh bien, ces deux candidates à elles deux ont rassemblé seulement 6,4% des voix. Et donc on voit encore une fois que ces vieux mécanismes sur lesquels on s'appuyait traditionnellement, eh bien, n'ont pas disparu, mais fonctionnent beaucoup moins bien qu'ils ne fonctionnaient il y a encore 20 ou 30 ans. Et tout ça induit à une recomposition des comportements électoraux et du paysage politique avec le renforcement de certaines forces, notamment le Rassemblement national, mais aussi l'émergence de nouveaux courants comme le grand bloc central autour d'Emmanuel Macron. Tout ça participe de cette recomposition qui n'est que la conséquence mécanique, si l'on peut dire, des métamorphoses françaises. Alors l'américanisation de la société française que vous décrivez se manifeste à plusieurs niveaux. Quels éléments culturels ou économiques vous semblent les plus emblématiques de cette influence et pensez-vous que la guerre commerciale et économique déclenchée par Donald Trump peut ralentir ce phénomène d'américanisation de la société française? Alors ce phénomène d'américanisation de la société française, nous l'observons dans très nombreuses dimensions de notre vie sociale et nos comportements quotidiens. Cela peut passer par l'alimentation. McDonald's a la France comme deuxième marché mondial et sert 2 millions de clients par jour. À cela vous ajoutez les Burger King, les KFC et autres. On le voit aussi en termes d'influence dans ce qu'on appelle la pop culture, la musique, les séries avec Netflix, les films hollywoodiens. Donc tout ça marque nos imaginaires depuis plusieurs générations. On constate également comment certaines pratiques culturelles comme le tatouage, la danse country ont aujourd'hui droit de citer en France, et même dans l'intimité des familles françaises, nous avons à peu près 8 à 10% des nouveau-nés qui chaque année reçoivent un prénom anglo-saxon. Et donc on voit comment cette américanisation est allée très très loin dans la vie des Français, puisqu'elle se décline aussi aujourd'hui dans le choix des prénoms qui sont donnés. La question qui se pose derrière, c'est de savoir si effectivement la nouvelle donne géopolitique induite par le retour au pouvoir de Donald Trump et ses décisions tonitruantes, si tout ça va recomposer les choses. Alors nous avons déjà de premiers éléments de réponse grâce à des enquêtes que l'IFOP a menées qui montrent que l'image des États-Unis s'est fortement dégradée aux yeux des Français depuis le retour de Donald Trump, que beaucoup moins de Français que par le passé considèrent les États-Unis comme un allié sûr et fidèle. En termes de comportement individuel, les voyagistes indiquent que les réservations pour la période estivale, pour des vacances ou des voyages aux États-Unis ont piqué du nez ces dernières semaines, mais vous avez aussi sans doute entendu que des appels au boycott ici en France des produits de consommation made in USA ou estampillés américains avaient été lancés, Oui. À ceci près que, compte tenu de, l'ancrage très profond dont bénéficient ces marques et ces produits aujourd'hui, pour l'instant, les appels au boycott ne produisent aucun résultat sur la fréquentation du McDonald's ou sur le tonnage de Coca-Cola qui est écoulé chaque semaine dans les supermarchés de France. On rappelle que la fameuse bouteille d'1,75 litre de Coca-Cola, c'est le produit qui est le plus vendu en grande distribution en France aujourd'hui.
Alors malgré des conditions de vie bien meilleures qu'après-guerre, le pouvoir d'achat semble aujourd'hui une préoccupation majeure, qu'il ne l'était dans les années 50, alors pourtant marqué par une pauvreté plus massive à l'époque. Alors d'après vous, cela semble plutôt lié à ce qu'on appelle l'impuissance publique. La question du pouvoir d'achat est effectivement aujourd'hui dans nos enquêtes à très haut placé en termes de priorité et de préoccupation des Français. D'abord par un effet mécanique qui tient au fait que pendant 30 ou 40 ans, de manière constante, c'est la lutte contre le chômage qui occupait la place d'honneur dans les priorités que les Français assignaient au pouvoir politique. Et comme le chômage a beaucoup reculé ou sensiblement reculé ces dernières années, cette préoccupation sur le chômage a rétrogradé et la nature ayant horreur du vide, on a aujourd'hui une forte préoccupation en matière de pouvoir d'achat, alors qui est en partie conjoncturelle du fait de l'inflation que le pays a enregistré en sortie du Covid, mais on a aussi sans doute des éléments plus structurels. Dans une société qui s'est éloignée quand même assez considérablement des grands idéaux politiques et de la vieille matrice catholique, vous faisiez référence à la France des années 50, on pourrait la qualifier d'une France de Don Camillo et Pépone, à l'époque où 35 à 40% des gens allaient à la messe, et puis de l'autre côté, le Parti communiste faisait entre 20 et 25% des voix. Et pour décrire cette France-là, le grand historien Jean-François Sirinelli a une très belle formule. Il parle d'une société du bonheur différé, où chez Don Camillo comme chez Pépone, on attendait les lendemains qui chantent, ou les après-lendemains qui chantent, qui n'étaient pas de même nature, mais qui donnaient des horizons d'attente. Ces horizons d'attente ont été pulvérisés, et aujourd'hui, beaucoup de Français considèrent que le bonheur, c'est ici et maintenant, et d'où le fait qu'on accorde une part très importante d'attention à cette question du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, si on fait une étymologie rapide, c'est pouvoir acheter. Et dans une société de consommation, un des principaux droits ou pouvoirs du citoyen consommateur, c'est celui de consommer et d'acheter. Et donc s'il est freiné ou restreint dans l'expression de son droit à consommer, alors il se sent déclassé, il se sent ravalé au rang de citoyen consommateur de seconde zone. D'où la dimension éminemment politique qui se loge aussi dans la question de cette préoccupation en matière de pouvoir d'achat qui, vous voyez, ne concerne pas uniquement la capacité que les Français ont à remplir leur frigo, c'est aussi une dimension éminemment statutaire et politique qui se cache derrière cette notion. Alors dernière question, votre livre fonctionne, Jérôme Fourquet, un peu comme une mémoire collective visuelle. Quel rôle pensez-vous que l'image joue aujourd'hui dans la compréhension et la transmission des transformations sociales, et quelles infographies ou images vous ont personnellement le plus frappé ou surpris dans votre enquête? Alors, pour tout vous dire, donc on a travaillé sur ce projet avec mon éditeur qui est le Seuil, mais avec une autre équipe, de celle avec laquelle j'avais réalisé mes précédents ouvrages qui étaient de facture beaucoup plus classique, très rédigée, même s'il y avait déjà des cartes et des graphiques. Et cette équipe du Seuil m'a contacté en m'indiquant que le rapport à la lecture évoluant, il fallait penser de nouveaux formats et de nouveaux supports, peut-être moins rédigés, plus didactiques, avec pas mal de cartes d'infographie, mais aussi de photos, en disant que ça permettait de toucher aussi un autre public et sans doute aussi de faire passer plus facilement un certain nombre de messages. Dans le cadre de la réalisation de ce travail, en collectant et en brassant toutes ces données pour essayer de les synthétiser, un des phénomènes, moi, qui m'a le plus marqué en termes d'évolution et de rapidité de ces évolutions, c'est ce qui se passe en matière de rites funéraires, où nous sommes passés de 1% des obsèques qui donnaient lieu à une crémation en 1980 à 42 ou 43% aujourd'hui. Et donc on est sur une pratique qui était immuable, qui remontait même avant le christianisme. Donc on est sur des millénaires de stabilité.
Et là, en l'espace d'une quarantaine d'années, donc à peine une ou deux générations, cette pratique est en passe de devenir quasiment majoritaire, alors qu'elle était totalement impensable au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça ne vous venait même pas à l'esprit il y a encore 40 ans. Oui, c'est assez étonnant. Bien, écoutez, je rappelle le titre de votre ouvrage, Métamorphose française, état de la France en infographie et en images, et c'est un livre qui est publié aux éditions du Seuil. Mille merci à vous, Monsieur Fourquet. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Richard Fandikian.